Vous voulez faire de la prévention, tous avec les auxiliaires de vie. Tous avec les auxiliaires de vie, les AMP. Pourquoi? Parce qu'à domicile et dans les institutions, la première ligne du contact, du repérage, de la vigilance, de il va pas bien, il est penché, elle a pas l'air bien aujourd'hui, elle est un petit peu bizarre, elle bouge pas comme d'habitude, etc., c'est les auxiliaires de vie. Donc ça veut dire quoi? Une évolution sociale profonde de notre regard sur qui a quelle compétence. Et la compétence de vigilance de première ligne, c'est les auxiliaires de vie, à mon avis. Donc ça veut dire que c'est pas des femmes de ménage, hein, c'est pas des petits personnels, c'est pas des gens qu'il faudrait éduquer, hein, quand même. C'est notre première ligne de vigilance citoyenne. Donc quand on les regarde comme ça, sans se la raconter, en disant ok, puisqu'elles sont à première ligne, bah, il faut les recruter comme telles, il faut les responsabiliser comme telles, il faut leur donner des manières d'agir comme telles, etc., etc. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction. Donc bonjour et bienvenue à toutes et tous, ainsi qu'aux personnes présentes en visio. On va d'ailleurs pouvoir vérifier qu'ils nous entendent bien. Si on nous dit rien, c'est que ça fonctionne, c'est parfait. J'en profite pour indiquer aux personnes présentes en visio que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre. Stéphane Victor, ici présent et qu'on remercie, va se charger de recueillir les éventuelles questions et remarques. Nous vous informons également que la conférence de ce jour est enregistrée. Donc, nous voulions commencer par cet extrait de Alice Casagrande, présidente de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance. Un message fort et réaliste qui met en avant le travail de nos auxiliaires de vie. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet événement co-organisé par le Conseil départemental et le réseau UNA que nous représentons, par les associations ADAR, ANADOM et ADT. Je suis Agnès Bochet. Et donc, je suis Jennifer Turquet. Nous allons animer cette rencontre. Le réseau UNA est très content de vous recevoir, Monsieur Jarousseau, aujourd'hui. Nous souhaitions depuis longtemps cette rencontre pour laquelle il nous semblait notamment important qu'elle ait lieu au sein du Conseil départemental de Loire-Atlantique, que nous remercions vivement pour son accueil. L'ouvrage Les femmes du lien, réalisé par Vincent Jarousseau, ne met pas uniquement à l'honneur les auxiliaires de vie. Pour autant, nous avons à cœur de centrer ces échanges, les échanges de cet après-midi, autour de ces professionnels ici présentes. Nous avons maintenant l'honneur de passer la parole à Michel Ménard, président du département de Loire-Atlantique. Merci mesdames, et moi j'ai surtout l'honneur de vous recevoir. Accompagné de Liliane Jean, de Claire Tramier, d'Ombline Carion, de Hugo Bessières, au moins 4 collègues du département. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas repérés, mais il y a au moins ces 4-là qui sont présentes à mes côtés. C'est la salle où les 62 élus du département se réunissent pour débattre de nos politiques publiques, de voter le budget. Et donc, c'est ici que les soutiens apportés aux différentes associations qui œuvrent dans le champ du social sont votés. Donc, le département, c'est la maison de tous les habitants de Loire-Atlantique. Donc, c'est bien normal que nous vous y accueillions dès lors qu'il y a une possibilité. Nous le faisons régulièrement, d'ailleurs, pour différentes conférences, réunions, et donc c'est un grand plaisir de vous accueillir. Très grand plaisir aussi d'accueillir Vincent Jarousseau. Nous avons une histoire commune, nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps, et donc après on a déroulé chacun notre parcours de vie, parcours professionnel, citoyen. Je sais que Vincent est très sollicité depuis la sortie de son livre. Tu sillonnes la France pour le présenter, mais surtout pour représenter les femmes qui sont en première ligne et dont tu te fais le porte-parole. Et nous sommes très heureux de t'accueillir ici. Très heureux également de voir dans cet hémicycle des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Au département, les vice-présidentes me parlent souvent des SAD, des SIAD, ce qui peut paraître un peu abstrait. Et comme je ne m'occupe pas que d'une politique publique et qu'il y en a beaucoup, il y a autant de sigles que de politiques publiques. Mais derrière tous ces sigles, il y a des personnes
et vous en faites partie. Et je suis très heureux de vous accueillir ici, de vous entendre, de mettre des visages sur ce sujet qui nous mobilise au département, que ce soit l'ensemble des élus ou les équipes qui nous accompagnent, puisque nous avons 4700 personnes qui travaillent au département, dont de nombreuses personnes qui travaillent dans le domaine du social. Ça fait presque 2 ans que l'équipe départementale a été renouvelée. Je ne vais pas vous dérouler le programme sur lequel nous avons été élus, mais vous dire quand même en quelques mots ce que nous avions mis en avant lors des élections. Nous avions développé notre projet autour de 3 grands axes: l'enjeu social, l'enjeu environnemental et l'enjeu démocratique. Eh bien, l'enjeu social, évidemment, est extrêmement important pour le département, nous qui assumons les politiques sociales dans le domaine des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, la protection de l'enfance, l'insertion, les familles. Toutes ces politiques publiques vous parlent, bien évidemment. C'est un enjeu essentiel et donc nous mesurons chaque jour combien nos partenaires sont importants pour pouvoir mettre en œuvre nos engagements. Je vous disais qu'il y avait aussi un enjeu environnemental parce que on l'entend tous les jours, mais vous voyez bien que nous sommes à un moment charnière avec une transformation du monde, un réchauffement climatique, et nous devons nous saisir de cette question. Nous devons prendre des décisions, chacun à notre niveau. Le département tout seul ne pourra pas régler le problème du dérèglement climatique, mais nous devons aussi y prendre notre part, d'autant plus que les personnes qui vont être les premières impactées par le dérèglement climatique sont souvent les personnes que vous accompagnez. Ce sont les personnes les plus fragiles qui peuvent souffrir beaucoup plus du réchauffement climatique. On se souvient d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, de la canicule, un mois d'août, où il y avait eu beaucoup de décès de personnes âgées parce que on n'avait pas pris suffisamment soin de ces personnes. En tout cas, on n'était pas habitué à ces chaleurs extrêmes. Et donc, la question environnementale est indissociable de la question sociale. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et d'ailleurs, on ne pourra pas faire les transitions environnementales si les personnes les plus modestes, les plus fragiles ne sont pas accompagnées et ne sont pas prises en compte dans cette transition. Et à l'inverse, je pourrais dire que c'est d'abord pour ces personnes les plus fragiles que nous devons agir également, parce que les personnes les plus solides, que ce soit physiquement, financièrement, socialement, ont plus de capacité à s'adapter au réchauffement climatique. Et puis le troisième enjeu, vous le disais, c'était l'enjeu démocratique, parce que pour pouvoir faire évoluer nos projets, on ne peut le faire qu'en associant les habitants, en faisant en sorte que ce soit porté par nos concitoyens. On ne peut pas durablement mener des politiques publiques contre la vie de nos concitoyens. On l'a vu récemment d'ailleurs au premier semestre où il y a eu quelques difficultés pour faire voter une loi qui était rejetée par nos concitoyens. Alors après, quand on a dit ça, eh bien, ce sont des enjeux importants, des contraintes, des contradictions très souvent. Et donc il faut tenir tous les bouts de ces objectifs, de ces enjeux pour avancer. Avancer en ayant des personnes qui sont convaincues que le monde de demain ne sera pas le monde d'hier et qu'on ne peut avancer qu'avec la lutte pour la justice sociale, la lutte contre les inégalités pour faire en sorte que chacun vive mieux. Et les travailleuses, ce qu'on peut dire au féminin, puisque d'ailleurs le livre de Vincent Jarousseau parle
des femmes du lien. Les travailleuses ont un rôle essentiel. C'est vrai en lisant, vous le verrez, en regardant le livre de Vincent Jarousseau, en lisant le portrait de Marie Basile, aide à domicile, on mesure son engagement, mais on est surtout touché par son attachement aux personnes à qui elle apporte présence, réconfort, soutien, attention. En gros, tout ce dont une personne vulnérable a besoin au quotidien. C'est ce même engagement que l'on retrouve dans les portraits d'Alice et de Julie, que vous découvrirez tout à l'heure, dans une vidéo réalisée à Ancenis, dans le cadre d'un projet sur la sensibilisation au métier du grand âge. C'est aussi le témoignage de Nicolas et de Claudine qui figurent dans le reportage photo du magazine du département que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, je l'espère. La distribution n'est pas toujours parfaite, mais j'espère que vous l'avez eu. Ce magazine qui vient de sortir, tous deux, donc Nicolas et Claudine, nous disent qu'ils n'échangeraient leur profession pour rien au monde. Ça me dit beaucoup de choses quand on est extrêmement attaché à son métier. On voit à quel point ce métier est essentiel pour les personnes concernées en premier lieu, dont on respecte le souhait de rester à domicile. Tous les sondages, toutes les études, quand on interroge les personnes vieillissantes, nous disent qu'elles veulent rester à domicile. Donc, elles veulent retarder le moment où elles ne pourraient plus être chez elles. Et donc, il nous faut pouvoir apporter des réponses. C'est ce que font ces femmes du lien. Et bien loin de l'image donnée d'un métier limité au ménage et aux toilettes, c'est un métier du prendre soin qui requiert, on appelle ça le care aussi en anglais, qui requiert des capacités d'écoute, d'échange, de compréhension, mais aussi de vigilance, comme cela était très bien dit en introduction. C'est cette réalité qu'il faut faire connaître et je remercie chaleureusement Vincent Jarousseau pour le travail qu'il fait en ce sens. On mesure également l'importance de la direction des services d'aide à la domicile, dont l'organisation des temps et des conditions de travail, notamment en termes de déplacement, est essentielle. Pour ces raisons, le département a accompagné la revalorisation des salaires des professionnels intervenant à domicile, du secteur associatif dans un premier temps, puis pour les services relevant de la fonction publique territoriale. Nous allons à nouveau proposer à la prochaine session du département, la semaine prochaine, dans cet hémicycle, des mesures de soutien au SAD pour un montant d'un peu plus de 5 millions, 5 millions d'euros. Nous avons également lancé un appel à projets pour soutenir les initiatives en matière de qualité de vie au travail, parce que c'est un enjeu aussi important. Je le disais tout à l'heure à Vincent Jarousseau, la question de la rémunération est évidemment essentielle et c'est légitime que des salariés demandent une meilleure rémunération. Mais quand on interroge les personnes, et je participais à une conférence la semaine dernière avec une spécialiste du travail, elle nous disait que les conditions de travail étaient souvent, les bonnes conditions de travail étaient souvent le premier élément mis en avant par les salariés. Avec d'autres présidents de département, nous avons récemment appelé à un Grenelle des métiers de première ligne. J'ai ici d'ailleurs le texte, donc c'était sur Le Monde, là, parce que il est nécessaire de réévaluer ces métiers en fonction de leur utilité sociale et de consolider les statuts fragilisés par la précarité. Il faut construire un véritable bouclier pour prolonger la dignité au travail et garantir salaire, protection sociale, conditions respectueuses qui ne font pas une valeur travail libérale, mais bien la valeur du travail. Alors, ce temps d'échange cet après-midi va être, je n'en doute pas, très riche et j'en
profite pour remercier l'UNA et ses membres, l'ADT, l'ADAR, l'ANADOM, qui ont participé à l'organisation de ce séminaire, de ce temps d'échange de cet après-midi. Merci de votre attention et je passe de nouveau la parole aux animatrices. C'était au tour du coup de Vincent Jarousseau de présenter son ouvrage. Présentation succincte évidemment, puisqu'ensuite les questions vont lui être posées. Merci Monsieur le Président. Merci aux responsables des différentes associations présentes et surtout merci aux professionnels qui ont pris sur leur temps pour être présents dans un temps creux, parce qu'on sait que le métier d'aide à domicile, c'est un métier où on est souvent soumis à de fortes amplitudes horaires. Alors, je vais prendre quand même un petit peu de temps parce que c'est toujours très difficile de résumer 2 à 3 ans de travail intense en quelques phrases, mais je voudrais moi resituer d'abord l'écriture de cet ouvrage et la genèse de ce projet dans un ensemble. Donc voilà, pour me présenter un petit peu, je suis donc journaliste, photographe et documentariste. Ça fait 10 ans que je réalise des travaux documentaires sur la France populaire, pour faire très vite, et que je m'intéresse tout particulièrement aux questions du travail et à ce qu'elles impliquent. On voit bien que le travail a subi depuis quelques années des mutations extrêmement profondes qui ont évidemment des conséquences, notamment des conséquences démocratiques. On sait aussi que nous sommes en France, dans un pays, malheureusement, où il y a un certain mal-être au travail. On est plutôt en queue de peloton des pays européens en termes de qualité de vie au travail. Et il se trouve, donc, pour revenir sur mes travaux antérieurs, que j'ai eu l'occasion, en travaillant beaucoup, notamment dans le nord de la France, dans le bassin minier, mais aussi dans l'est, du côté de Florange, Hayange, et dans le sud de la France, du côté de Beaucaire, dans ces territoires dits périphériques, j'ai souvent eu l'occasion de croiser, finalement, sans les voir, des femmes du lien. Voilà, souvent les épouses des hommes que je pouvais suivre dans ces différents projets documentaires, aussi bien pour l'Illusion nationale, qui est le premier livre que j'avais écrit avec l'historienne Valérie Higounet et avec Les Racines de la colère, qui est un travail que j'avais fait à Denain, à côté de Valenciennes, dans le nord de la France. Il y avait une forme de surreprésentation sociale des métiers du lien, donc d'aide à domicile, d'assistante maternelle, d'aide-soignante, d'éducatrice spécialisée, d'assistante familiale. Et finalement, ces femmes étaient présentes devant moi, mais sans que je les voie finalement et sans que je les considère comme un tout, je dirais, cohérent. Les Racines de la colère, c'est mon précédent livre. C'est un travail sur lequel j'ai avancé entre 2016 et 2018 en suivant plusieurs familles d'une ville très populaire qui est Denain, en parlant des questions de mobilité, aussi bien des mobilités du quotidien, donc les mobilités pour se déplacer et aller à son travail, que les mobilités sociales et professionnelles. Et pour cela, donc, j'ai suivi plusieurs familles. Et c'est un livre en fait qui raconte en creux, sans que je le sache au départ, finalement ce qui va nourrir plus tard la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Et le livre, le récit documentaire, s'achève sur les ronds-points en novembre-décembre 2018, puisque plusieurs des protagonistes que j'avais suivis, dont un routier, un ouvrier du BTP, s'engage dans ce mouvement. Et par exemple, parmi, je faisais référence à ce routier, sa femme était aide à domicile. Et il se trouve que sur les ronds-points, à cette époque, je croise beaucoup de femmes présentes que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les mouvements sociaux, dans les manifestations en général. Et souvent, ces femmes, qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Elles sont aides-soignantes, elles sont aides à domicile, elles sont assistantes maternelles. Et je prends conscience à ce moment-là que finalement, il y a un corps assez invisible qui est là, qui est présent sous nos yeux, mais finalement que l'on ne voit pas, que l'on ne considère pas. Et c'est à partir de ce moment-là que va naître en fait cette idée d'écrire et de faire un travail d'investigation en profondeur autour de ce que l'on appelle les métiers du lien. Alors évidemment, les femmes du lien, les métiers du lien, c'est pas une entité qui existe au sein de la DARES ou de l'INSEE. Hein, on a différents secteurs et pour le coup, on peut parler d'atomisation finalement des secteurs sociaux, médico-sociaux, sachant par exemple que le métier d'aide à domicile, qui nous intéresse aujourd'hui, mais je ne voudrais pas complètement
le séparer du reste, ne fait pas officiellement partie du champ médico-social. On pourrait se poser la question de pourquoi pas intégrer un jour ces métiers dans le champ médico-social. Et je rencontre aussi une myriade finalement d'acteurs, aussi bien d'employeurs. On a des employeurs associatifs à but non lucratif très présents en France. On a des employeurs publics ou parapublics avec les CCAS. On a tout le secteur du champ lucratif, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, on a tous les indépendants. Donc évidemment, ce sont autant de multitudes derrière de statuts, d'interlocuteurs, et puis avec aussi des entités administratives qui chapeautent le tout, qui sont extrêmement diversifiées et déconcentrées, puisque la plupart des politiques publiques, et on est ici dans l'enceinte d'un conseil départemental, reposent sur des départements, mais des départements finalement qui ont des marges de manœuvre relativement réduites finalement quand il s'agit d'améliorer telle ou telle condition, tel ou tel statut, puisque comme vous le savez, depuis finalement pas si longtemps que ça, les départements n'ont plus la possibilité de lever l'impôt et n'ont plus les marges de manœuvre qui permettent budgétairement de mener des politiques publiques très propres. Finalement, les départements deviennent des prestataires de services de l'État ou de différentes questions. Voilà. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, il y a plein de sigles. On parle du métier d'aide à domicile. Pour exercer ce métier, on peut avoir un diplôme d'auxiliaire de vie sociale, d'AVS, ou d'accompagnante éducative et sociale, AES. On ne fait plus d'ailleurs vraiment le distinguo entre ce qui est une aide à domicile et une AVS ou une AES. Et puis il y a tous les autres métiers du domicile, les TISF, cet acronyme horrible, technicienne d'intervention sociale et familiale. Et on pourrait multiplier comme cela aussi les acronymes, y compris dans les structures administratives, les SAD, les SIAD. Bref, je suis un citoyen lambda, je n'y comprends absolument rien. Donc quand je découvre le sujet, en fait, quand je commence et je m'engage dans ce projet documentaire, évidemment, la première étape, c'est de se documenter. Donc en se documentant, eh bien, on va rentrer dans cette espèce de nébuleuse, finalement, assez peu claire, évidente et assez peu lisible. Je rencontre évidemment des professionnels, dont d'ailleurs le président de l'UNA à l'époque, Guillaume Quercy. Je rencontre des chercheurs qui travaillent sur ces questions pour commencer un peu à y voir clair et à définir un périmètre de travail. Parce que pour écrire et faire un travail documentaire sur ces métiers, ça supposait pour moi de définir un petit peu les métiers sur lesquels je voulais travailler. Donc dans ce livre, on retrouve 8 femmes, pas 8 métiers, puisqu'il y a 2 aides à domicile et 2 ex-aides à domicile, c'est ça qui est intéressant. Et puis, je voulais aussi définir les territoires dans lesquels j'allais travailler. Parce que être aide à domicile, on va prendre le département de la Loire-Atlantique, dans le fin fond de ce département que je connais bien, dans la campagne, aux alentours de Châteaubriand, par exemple, ou au cœur du centre-ville de Nantes, je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose et ce n'est pas tout à fait le même public sociologiquement qui travaille dans ces métiers et sociologiquement le même public dont on prend soin. Donc évidemment, il y a quand même des différences assez marquées entre les territoires métropolitains, urbains, et les territoires ruraux. D'où le fait que pour faire ce travail, j'ai souhaité travailler à la fois dans un territoire rural, en l'occurrence dans l'Avesnois. Je ne sais pas si vous connaissez. L'Avesnois, c'est dans le nord de la France, à la frontière de l'Aisne, des Ardennes et de la Belgique, au sud de Maubeuge. Donc on est dans un territoire rural, plutôt post-industriel, puisqu'il y avait une petite industrie de filature avec une main-d'œuvre très féminine, justement, c'est ça qui m'intéressait, avec une population vieillissante, donc des besoins à la fois importants en termes de prise en charge et au niveau de l'autonomie, évidemment, et des besoins sociaux extrêmement importants, notamment en matière de protection de l'enfance. Et puis, parallèlement, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis et à Paris, donc avec des femmes qui vivent et ou travaillent en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ? Parce que bon, déjà, j'habite à Paris, mais c'est une métropole et il y a un chiffre que je voudrais citer. Par exemple, en Île-de-France, si on prend le métier d'aide à domicile, 60% des aides à domicile sont nées à l'étranger. Et par opposition, quand j'allais dans le service d'aide à domicile où travaille Séverine à Fourmies, dans le nord de la France, à peu près comme ADT, 500 salariés, deuxième employeur de la ville, et elle n'a que des collègues quasiment que l'on peut dénommer comme des filles du coin, c'est-à-dire qui ont toujours vécu, qui sont blanches, parlons clairement, qui ont toujours vécu
dans cette ville et qui ont toujours travaillé dans ce territoire. Donc elles ont une position qui est un peu différente des femmes du lien que l'on va trouver en territoire urbain, qui ont souvent un parcours migratoire, qui n'ont pas exactement la même position au plan familial, qui sont souvent un peu plus jeunes aussi, que les femmes du lien en milieu rural, qui souvent vont avoir leur famille présente, hein, notamment leurs parents, leurs grands-parents, et qui ont souvent aussi une position d'aidante. Ça, c'est un point commun, je dirais, de toutes les femmes du lien. Et c'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas appelé ce livre « Les travailleuses du lien ». Puisque, en fait, donc, dans ce livre, on voit ces femmes au travail, mais on les voit aussi chez elles. Pourquoi ? Parce que le propre de ces métiers, moi, c'est ce que j'ai constaté en suivant ces femmes, des journées entières, sur une longue période, c'est que ce sont des métiers où on a une charge affective extrêmement importante. Où quand on rentre chez soi le soir, quelque part, on est accompagné par les problématiques que l'on a traitées dans la journée, que l'on a besoin aussi d'en parler avec son conjoint. Et puis, c'est ce que je disais, on est souvent au four et au moulin. On a une deuxième journée qui commence avec ses enfants, avec ses propres parents. Et ça, pour moi, c'était très important de le mettre en évidence. Donc, je ne vais pas forcément faire beaucoup plus long. Je voulais introduire sur le pourquoi du comment de ce projet. Et je sais que le temps est compté, mais juste pour citer quand même les autres métiers présents dans ce livre, c'est important, je pense, de faire le pont entre tous ces métiers. Je vous dirai pourquoi après. Donc, on trouve Valérie qui est TISF, technicienne d'intervention sociale et familiale. C'est un métier du domicile. On est souvent d'ailleurs, si je prends ADT 44 par exemple, on pense souvent à ADT, je pense comme service d'aide à domicile, mais c'est un service qui a une branche famille avec 70 TISF, me semble-t-il. Donc on fait de l'intervention à domicile, soit à la demande de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance, soit sur proposition des services sociaux, pour venir en soutien, en accompagnement à des familles en difficulté. Voilà, donc Valérie, Marie-Basile, qui a été citée, qui était à domicile à Paris, dans une entreprise privée, hein, à but lucratif. Angélique, qui est assistante maternelle, qui est femme d'agriculteur. Voilà, c'est aussi un métier du lien. Il y a ensuite Marie-Claude, qui est aide-soignante dans un centre de rééducation et de réadaptation à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. On retrouve Rachel, qui est accompagnante éducative et sociale, qui fait office d'aide-soignante dans un EHPAD et qui a précédemment, suite à un divorce à 45 ans, est devenue aide à domicile et puis qui ensuite s'est formée au bout de quelques années et a souhaité travailler en structure. Julie, qui est éducatrice spécialisée à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis. Marie-Ève, qui est assistante familiale, donc une famille d'accueil dans le nord de la France. J'espère que j'oublie personne, il ne faut surtout pas hésiter. Et Séverine, qui est aide à domicile, donc à Fourmies. Voilà, pour citer tous les profils. Donc le livre est structuré en 8 chapitres consacrés à ces femmes, où à chaque fois on découvre un peu, de manière très succincte, un portrait qui est un portrait sociologique avec des éléments factuels comme le salaire, le niveau de diplôme, le lieu de vie, le lieu de naissance, le niveau de revenu, très important, même si évidemment qu'il n'y a pas que les revenus qui comptent, hein, comme vous le disiez, mais c'est quand même une donnée extrêmement importante. Ensuite, une introduction qui prend la forme d'une BD dessinée avec les dessins de Thierry Chavant, BD qui met en scène ce que l'on appelle les parcours de vie. Alors pourquoi ? Parce que j'ai interviewé évidemment toutes ces femmes à plusieurs reprises. Les parcours de vie permettent, si vous voulez, de situer un personnage dans un contexte plus large. Et c'était extrêmement important parce que ça permet de comprendre d'abord qu'avant d'être des femmes du lien, toutes ces femmes du lien ont été des petites filles. Qu'est-ce que font les petites filles à la maison ? Elles s'occupent généralement des tâches domestiques. Voilà, donc c'est une façon de souligner, d'une certaine manière, la naturalisation des tâches, qui n'ont rien de naturel, bien évidemment, mais qui permettent aussi de comprendre pourquoi nous avons 90% de femmes dans ces métiers, 97% concernant les aides à domicile. Hein, ce n'est pas le fait du hasard. Voilà, donc cette partie BD, et ensuite on bascule, comme vous le verrez, pour celles qui n'ont pas encore eu le livre entre les mains, sur une forme assez originale qui est le roman photo,
documentaire. Donc tous mes livres sont construits un peu de la même façon. Donc du roman photo, parce que c'est une façon de mettre en dynamique des vies. C'est vraiment, sauf que c'est du roman photo qui n'a rien à voir avec le roman photo type nous deux. Hein. C'est pas de, c'est-à-dire que tout est vrai à l'intérieur, aussi bien dans les bulles où ce sont des retranscriptions d'enregistrement. Il faut savoir qu'il y a une somme de 200 heures d'enregistrement en tout. Et dans ce livre, on en a extrait, un peu comme une huile essentielle, le meilleur, donc environ 2 heures. Même chose pour les photos hein, qui sont prises sur le vif. Hein. Il n'y a pas de mise en scène. Et on s'inscrit comme ça à chaque fois dans un récit qui s'inscrit dans un temps long. Puisque voilà, c'est aussi un peu le propre de ces métiers comme du mien, d'une certaine manière, de s'inscrire aussi dans un temps long. Et le temps long, c'est pas forcément ce qui a bonne presse aujourd'hui à notre époque, hein, où on passe d'une chose à l'autre très très rapidement. C'était aussi une façon, si vous voulez, cette forme de mettre en évidence les interstices de ces métiers, notamment du métier d'aide à domicile, ce que j'appelle le travail informel, qui finalement est très peu visible, très difficile à comprendre pour un néophyte comme moi vu de l'extérieur. Je me place comme ex-néophyte, puisque maintenant je connais un petit peu mieux. Mais il y a vraiment l'idée de montrer ce que l'on ne voit pas généralement dans ces métiers. C'était dit à l'instant par le président. Finalement, une aide à domicile qui rentre chez quelqu'un pour faire une toilette, la première attente de la personne âgée, dépendante, oui, certes, c'est une toilette, mais c'est vraiment, ça va bien au-delà de la toilette. C'est parfois la seule personne qui va venir dans le domicile de cette personne âgée. C'est une rupture avec l'isolement. C'est un échange et qui s'inscrit de manière journalière, parfois bijournalière, dans la durée, sur plusieurs années. Et ça n'a pas de prix, c'est extrêmement important. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce que je peux parler encore très longtemps et on pourra évidemment répondre à vos questions ensuite. Merci beaucoup. Je vous présente Violaine Bruxelles et Myriam Morisseau. Elles sont auxiliaires de vie, juste ici. Et elles ont lu votre ouvrage. Elles ont des questions à vous poser. J'espère qu'il va en rester quelques-unes. Allez-y. Ça avait été trop vite. Bonjour Monsieur Jarousseau, donc moi c'est Violaine, j'ai 55 ans, je suis auxiliaire de vie sociale au sein de l'ADT depuis 2016. J'ai débuté en 2007 par un contrat aidé en EHPAD. Suite à ça, j'ai souhaité me perfectionner afin de pouvoir aider un peu plus ces personnes, parce que quand on est en EHPAD, en tant qu'agent d'entretien des locaux, nos missions sont restreintes. On ne peut pas les accompagner aux toilettes, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, je suis partie en formation après, qui a été financée par le Conseil général et la seconde chance. Après, je me suis diplômée. Je suis retournée en EHPAD travailler dans les soins. Et en 2013, j'ai fait une fin de contrat de remplacement. Je suis partie à domicile. Donc, depuis 2013, je travaille à domicile. Et c'est vrai qu'à ce jour, je n'ai aucun regret de mon choix. Bonjour Monsieur Jarousseau, donc moi je me présente, je m'appelle Myriam, j'ai 41 ans et je travaille au sein de l'association ADAR 44 depuis 5 ans et demi. J'ai été auparavant 16 ans dans la vente. Il y a quelques années, je me cherchais professionnellement et c'est sur les conseils d'une amie que je me suis tournée vers le métier d'aide à domicile. J'ai depuis cheminé puisque je suis en parcours de VAE actuellement pour valider mon DEAES, donc le diplôme d'accompagnement éducatif et social. C'est un métier que j'exerce avec beaucoup de passion. Je sais pourquoi je me lève le matin. Et donc, nous tenions donc à vous remercier, Monsieur Jarousseau, de nous avoir mis en lumière à travers l'écriture de ce livre. Donc, je vais enchaîner du coup sur les questions. Alors, Monsieur Jarousseau, vous l'avez donc dit en introduction, il me semble que vous êtes né à Nantes. Et nous sommes donc ravis de vous accueillir dans votre ville natale. Aujourd'hui, une question nous taraude néanmoins. Dites-nous donc pourquoi votre travail s'est centré dans le nord de la France, au-delà du fait que les nordistes soient très sympathiques, bien sûr. Donc vous y avez déjà un peu répondu. Oui, alors c'est vrai que
mes deux premiers ouvrages, le premier se situe partiellement dans le Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont. Et le dernier ouvrage a été, l'avant-dernier plutôt, Les Racines de la colère, se déroule intégralement à Denain, à côté de Valenciennes, dans l'autre partie du bassin minier. Et c'est vrai que j'ai noué un attachement assez profond, même si c'est pas ma région natale, avec cette région qui a une histoire, si vous voulez, politique, sociale, extrêmement marquante, extrêmement riche. Et c'est vrai que, si vous voulez, je sais comment je vais répondre à votre question. J'ai trouvé une réponse. Non, mais disons que les métiers dont on parle dans ce livre, ce sont des métiers du prendre soin. Ce sont des métiers où on prend en charge les fragilités, les vulnérabilités des autres. C'est ce qui fait finalement le point commun entre toutes ces professions. J'ai cité 7 professions par rapport aux 8 protagonistes tout à l'heure, mais il y en a d'autres évidemment. La liste ne pouvait pas être exhaustive. Si vous voulez, ce département du Nord, cette région du Nord est quand même une région où les gens ont été assez abîmés par la crise sociale. C'est aussi une région où on a, à la différence de la Loire-Atlantique, une population qui diminue légèrement, donc qui vieillit, donc avec des besoins de prise en charge du grand âge qui sont extrêmement importants. Mais ça préfigure aussi un petit peu cette exposition aux vulnérabilités, aux fragilités, ce qui nous attend, ce qui a commencé. C'était très bien dit par Michel Ménard tout à l'heure, sur le fait que ces métiers, c'est prendre en charge des fragilités, mais malheureusement, l'anthropocène, donc c'est-à-dire cette ère dans laquelle nous sommes entrés de mutations liées au dérèglement climatique, nous expose. On parle je ne vais pas mettre une mauvaise ambiance, mais d'extinction de masse chez les mammifères. Forcément, les êtres humains ne vont pas être complètement épargnés. Je ne dis pas qu'on va s'éteindre en masse, mais on ne va pas être épargné par des fragilités. Et d'un certain point de vue, la crise sanitaire, le Covid, en a été l'expression. Il se trouve que dans le Nord, on est un peu plus exposé à tout ça, pour plein de raisons, parce qu'il suffit de regarder les espérances de vie, tout simplement, les besoins en matière de prise en charge en protection de l'enfance. Voilà. Et je cherchais un territoire rural. Pour le coup, quand on pense Nord, on ne pense pas forcément rural. Mais je trouvais que c'était intéressant. Voilà, bon, après, je ne vais pas faire trop long sur cette... Alors, vous avez rencontré beaucoup de personnes pendant la réalisation de votre ouvrage. Avez-vous toujours été bien accueilli? Avez-vous rencontré des difficultés? Bon, ce serait vous mentir que de vous dire que tout s'est passé très facilement. Moi, je commence ce projet à l'automne 2019. Et au départ, quand je commence, je prends mon temps, comme toujours, parce que j'aime bien prendre mon temps. Je trouve que ça fait partie. Voilà, il faut laisser maturer les choses. Je fais des repérages, souvent dans un projet, donc j'aime bien circuler, voir quels sont je passe par les employeurs potentiels pour aller chercher d'une certaine manière les professions qui m'intéressent. Et par exemple, pour suivre Séverine, j'ai beaucoup de chance, parce que le directeur m'ouvre son service assez facilement. J'ai la possibilité d'assister à des réunions de secteur, et je vois quasiment la moitié des salariés de l'association sur 3 jours, par petits groupes de 10. Donc, et je peux présenter mon projet. Donc j'ai cette chance de pouvoir ensuite rencontrer les femmes qui sont intéressées. Mais c'est vrai que quand on engage un projet comme celui-ci, quand je rencontre les principales intéressées, quand je leur explique ce que recoupe la participation à un tel projet, c'est pas uniquement venir une fois, les prendre en photo dans leur cadre de travail et repartir. C'est un projet où par exemple, Séverine, j'ai suivi quasiment pendant 2 ans, donc je la voyais en moyenne aller une fois par mois. On allait passer une journée ensemble, entière, et il fallait que chaque protagoniste soit partie prenante du projet. C'est-à-dire que quand je dis partie prenante, c'est ne pas hésiter à me téléphoner pour me dire, voilà, tel ou tel jour, il se passe telle ou telle chose, je sais que ça peut t'intéresser. Et donc, voilà, parce que... Et puis, ça supposait aussi, et c'est le plus difficile, que ces femmes acceptent que j'aille chez elles, donc dans leur univers intime. Donc, que leur mari accepte d'être photographié, de parler, leurs enfants éventuellement.
Donc évidemment, ça, on resserre un petit peu la liste des volontaires. Mais globalement, j'ai plutôt été bien accueilli. Ça a plutôt très bien fonctionné. Pourquoi? Parce que j'y faisais un peu référence juste avant, mais quelque part, quand on est photographe documentariste, on va chez les autres, beaucoup, dans mon métier. On doit être beaucoup à l'écoute, on doit avoir un grand sens de l'altérité, on doit être patient. Et quelque part, finalement, ce sont des qualités que l'on retrouve beaucoup dans votre métier aussi. Et je crois qu'on s'est très très vite compris, en fait. Et d'une certaine manière, je dirais même presque qu'à la fin, on n'arrivait pas à se quitter, quoi. C'est-à-dire que moi, ce projet, j'ai eu du mal à le finir. Non pas qu'il n'était pas fini, mais parce que j'avais du mal à le lâcher, tellement j'y prenais plaisir. Justement, on va un peu parler des émotions. Alors, les vôtres ou ce que vous êtes, à travers ce que vous avez vécu. Donc, dans votre ouvrage, vous faites ressortir une forme de charge émotionnelle à travers les témoignages. Comment vous avez vécu ces émotions rencontrées? Bah, disons que c'est un livre qui est basé sur la rencontre au sens large. Rencontre avec les professionnels, mais aussi rencontre avec les bénéficiaires. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais évidemment, quand vous allez chez monsieur, j'ai plus le nom en tête, enfin bref, et que Séverine fait une toilette, par exemple, bah, il faut que le monsieur en question, il m'accepte, et qu'il accepte d'être pris en photo. Donc, évidemment, les premières fois, j'étais pas forcément avec mon appareil photo. Et puis, évidemment, on est face à un public de personnes âgées, parfois très âgées, malades. Il y a eu des décès aussi, ou des départs, des personnes qui ont été hospitalisées. Voilà, donc ça, évidemment, par exemple, je vais vous raconter une anecdote, mais toujours avec Séverine. On est, à plusieurs reprises, on était allé chez un couple recomposé, parce que chez les personnes âgées, il y a aussi des couples recomposés, c'est pas l'exclusif des jeunes couples. Et la dame, moi, ça m'avait marqué, on la voit ici, la dame. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Elle avait la maladie d'Alzheimer, non, de Parkinson, excusez-moi. Et un peu plus tard, elle est partie en EHPAD. Mais surtout, elle est partie en EHPAD quand son mari, en fait, a été contraint et est décédé. Et il est parti en fait plus vite, alors que lui, Séverine ne venait pas forcément pour lui. Mais c'est lui qui est parti le premier. Hein, sa femme était alitée, il y avait besoin d'un lève-personne pour la prendre en charge. Et ce monsieur, à chaque fois, il était super content de venir me voir. Et la deuxième fois que je viens, il sort un harmonica et il joue un morceau d'harmonica. Et je trouvais ça super touchant. Et je le filme, voilà, et je garde la vidéo. Et puis, j'ai suivi dans ce livre Valérie, qui était ISF. Et Valérie, donc elle travaille au sein de famille, mais elle accompagnait aussi des groupes allocataires du RSA, donc dans le cadre d'un suivi et d'un accompagnement. Et là, je vous parle 1 an après le décès de ce monsieur. Et parmi ces personnes-là, il y a une dame un jour, et voilà, par association d'idées, parce que en fait, je parlais beaucoup aux gens, à chaque fois, j'expliquais ce que je faisais, etc. Je tombe sur une dame qui me dit, mais oui, je connais Séverine, il s'est occupé de ma maman et de mon papa. Et là, je fais le rapprochement et je lui montre la vidéo. Voilà, bon, c'est elle qui s'est effondrée en larmes, j'ai envoyé la vidéo, mais voilà, il y a plein de petites histoires, si vous voulez, comme ça, il y a plein de temps, d'émotions, et je confirme, si vous voulez, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, véritablement, ces femmes aussi, enfin, dans vos métiers, vous êtes témoins de ces moments d'émotion très forts, et vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez pourquoi vous faites ce métier. Il n'y a pas de problème de sens au travail. Toute la question, c'est de savoir dans quelles conditions vous pouvez réaliser ce travail. Et c'est là que ça vient parfois, pas toujours, difficile. C'est quand les conditions d'exercice de son travail deviennent compliquées que finalement, on sent qu'on est dans un service qui va être dégradé par rapport aux personnes que l'on suit, alors que l'on sait que sa fonction est éminemment importante auprès des personnes que l'on accompagne.
Alors, dans votre ouvrage, nous lisons les termes aide à domicile, femme de ménage, auxiliaire de vie, aide ménagère. Et vous, Monsieur Jarousseau, comment perceviez-vous nos métiers avant cet ouvrage et comment les percevez-vous maintenant? Comme beaucoup de monde, finalement, moi, le premier contact avec ce métier, alors j'ai des parents qui sont encore bien portants, malgré ces grands âges, mais premier contact avec ce métier d'aide à domicile, hein, je parle, ça a été avec une aide à domicile qui venait chez mon grand-père, qui était assez bien portant, mais voilà, qui avait besoin, elle passait tous les jours. Et c'est vrai que je l'apercevais finalement comme une aide ménagère. Voilà, le terme qu'on employait dans les années 70, je parle vraiment comme un lambda qui voyait le métier de l'extérieur. Néanmoins, quand je me suis attaqué à ce projet, évidemment, on fait appel à sa mémoire et à ses souvenirs personnels. Et je me souviens que mon grand-père, il appréciait énormément cette personne qui venait chez lui. Très au-delà de ce qu'elle pouvait faire. Alors, je sais qu'elle faisait des petits plats et ça, il l'appréciait. Mais au-delà des petits plats, c'était une compagnie journalière et ça rythmait sa vie. Ça rythmait une partie de sa vie, même si on était présent, mais c'était vraiment important. Donc moi, j'avais cette perception finalement qui est la perception de beaucoup de gens. Par contre, après, j'ai vu autre chose. Ce que j'ai vu, c'est un métier qui suppose énormément de compétences. On parle beaucoup du terme savoir-être. On le met un peu à toutes les sauces, donc je me méfie un petit peu, mais ça demande véritablement des qualités, des compétences qui ne sont pas données à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'aller chez le domicile de quelqu'un et effectuer une tâche intime de manière délicate, sans violer quelque part l'espace intime de la personne. On parle de viol, vous savez, quand on rentre chez quelqu'un et voilà. Et ça, je pense que c'est la première étape, si vous voulez, pour reconnaître ceux et ces métiers. C'est de reconnaître les compétences professionnelles que ces métiers requièrent. Et je crois que c'est une des souffrances que l'on peut avoir quand on est aide à domicile, c'est de ne pas être reconnu pour ce que l'on est et pour ce que l'on fait. Moi, c'est ce qu'elles ont beaucoup exprimé. Quand Séverine dit non, je ne suis pas une femme de ménage, c'est pas péjoratif par rapport au métier de femme de ménage, qui est un métier tout à fait honorable. Mais bon, moi, j'aurais peut-être une nuance avec ce que l'on a pu dire pendant le Covid. Même avec François Ruffin, qui est présent dans le livre, enfin bref, voilà, il a fait un film sur le sujet, où on a mis un peu tous ces métiers au même niveau. Mais c'est pas pareil quand même d'aller faire le ménage d'un bureau, par exemple, que de prendre en charge un être humain. On vous confie quand même des vies. Et c'est la même chose pour une assistante maternelle, c'est la même chose pour un travailleur du secteur médico-social. On confie de l'humain. C'est quand même des métiers de l'humain. Donc c'est quand même vous avez une responsabilité qui est, je trouve, quand même un tant soit peu plus importante et qui nécessite quand même des niveaux de compétences plus élevés. Donc, ce qui fait point commun avec une femme de ménage, ça va être les horaires parfois, parce qu'effectivement, il y a un morcellement des horaires, les débuts d'après-midi, par exemple, où on n'a pas d'heure, etc. Le côté un peu dispersé du travail. Et puis, il y a une confusion qui est structurelle, qui est entretenue par l'arrivée au début des années 2000 de cette notion de service à la personne, où on a fait rentrer le secteur privé à but lucratif. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 20 ans. Il y a des choses positives qui se sont passées. On a un peu plus reconnu le caractère professionnel de ces métiers, quand même, il faut le dire. Les conventions collectives se sont un peu structurées, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais à côté de ça, il y a eu cette ouverture à la concurrence qui a créé une forme de confusion entre ce qui relève du service à la personne, qui est un service de confort, aux soins, qui est un service de prise en charge, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, y compris dans les modes de financement, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais y compris jusque dans les intitulés des bacs professionnels. Le bac ASSP, c'est aide, soins, service à la personne, bon, qui est une formation qui prédestine plus ou moins, je dis plus ou moins, à ces métiers, mais qui entretient finalement une sorte de flou et de confusion, y compris pour le grand public.
Enfin, je ne sais pas si je... Merci, nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup, Monsieur Jarusso, pour vos réponses aux questions de Violaine et Myriam, qu'on peut aussi remercier vivement pour la préparation de ce temps et les applaudir pour la qualité et la pertinence de leurs questions. On peut éventuellement, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, s'adresser maintenant à la salle. Pour ceux qui n'ont pas de micro, on peut faire passer les micros. Néanmoins, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. On a 5 petites minutes pour ça. Quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, pensez à appuyer pour qu'on puisse vous entendre. Et si vous voulez vous présenter, c'est encore mieux. Merci. Bonjour, excusez-moi. Ouh là là. Bonjour Monsieur Jarusso. Moi, je voulais savoir comment vous avez financé votre projet pendant toute cette durée de prise de vue qui a pris beaucoup de temps. Comment un photographe comme ça, sur un projet personnel, peut trouver les ressources pour mener un projet à si long terme? Oui, c'est une question. En fait, si vous voulez, bon, j'ai eu une certaine chance, c'est que mon précédent livre a très bien marché. Donc, ce qui m'a permis de toucher un certain nombre de droits d'auteur. J'ai la chance aussi d'être soutenu par un éditeur, un vrai éditeur, qui ne fait pas de crowdfunding pour financer ses livres. Donc, avec un contrat d'édition, des avaloirs. Et j'avais aussi une fondation d'entreprise qui m'a aidé. C'est d'ailleurs dans le livre, c'est tout à fait transparent. C'est la fondation Syndex. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Syndex. C'est une entreprise qui est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui finance la formation des délégués syndicaux et notamment via les CSE. Donc, qui travaille beaucoup avec la CFDT, la CGT, voilà. Et donc, j'ai obtenu une bourse. Après, j'ai aussi, comme journaliste, je n'hésite pas aussi à diffuser une partie de mon travail pendant sa réalisation, mais de manière partielle. Donc, par exemple, quand il y a eu la crise sanitaire, j'avais des accès directs déjà auprès d'aide à domicile, et j'ai publié plusieurs portfolios, sujets dans la presse, voilà, qui font partie de l'économie de mes projets. Voilà. Et puis après, dans la partie entre guillemets promotionnelle, je fais beaucoup d'interventions auprès des publics, comme aujourd'hui, dans les lycées, et ça fait partie donc des conférences, hein. Et donc ça fait partie du... Voilà. On ne devient pas riche, mais en revanche, moi, mon objectif, c'est de pouvoir être libre dans mon travail. Donc c'est-à-dire que j'ai cette chance, voilà, d'avoir des livres qui marchent plutôt bien, si vous voulez. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce format du roman photo documentaire. C'est une façon de sortir aussi la photographie documentaire de son côté parfois un peu cloisonné, où les photographes font des livres pour eux et leurs congénères, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est un peu toute la limite de l'exercice. Moi, j'ai vraiment pris le parti d'assumer des choix éditoriaux qui sont vraiment très grand public. Voilà. J'assume complètement. Alors effectivement, c'est pas de la photo d'art très élaborée. C'est pas le sujet. Moi, ce qui compte, c'est le propos et sa résonance. Faire des photos pour moi-même ou mes potes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vous laisse appuyer, oui. Pardon. Je voulais savoir, dans votre livre, si vous avez vu pourquoi 90% des personnes dans le Caire sont femmes, mais parce que vous l'avez expliqué sur que les aides à domicile étaient des petites filles et qu'elles faisaient des tâches. Donc là, vous parlez de l'inégalité des tâches, mais je voulais savoir au niveau de la qualité humaine, pourquoi c'était... Est-ce que vous faites le lien entre ces qualités humaines, donc vous dites qu'ils ne sont pas naturelles, mais pourquoi les garçons n'ont pas ces qualités, en fait? Du coup, en gros, si on reprend le problème à l'envers. Et voilà, je voulais savoir si vous l'expliquiez. Non, mais merci de me poser cette question, parce que ça permet de préciser un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais il suffit de prendre deux exemples. Encore Marie-Basile, qui était à domicile à Paris. Dans la BD, vous avez une BD un peu plus longue pour Marie-Basile, parce qu'elle a un parcours de vie qui est assez riche, et notamment un parcours migratoire.
On montre jamais ces choses-là, en fait. Et ça permet aussi de comprendre quel est le process, qu'est-ce qui l'amène à venir en France et ce qu'elle était avant. Par exemple, avant d'être aide à domicile, Marie-Basile, elle faisait un métier d'homme. Elle était fonctionnaire de police au Cameroun, à l'aéroport de Yaoundé. Mais dès l'âge de 12 ans, Marie-Basile, dans son village, qui était plutôt à une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé, elle s'occupait, c'est ce qu'elle raconte, des anciens du village qui n'ont pas eu d'enfants. Puisque quand on est en Afrique, il n'y a pas de service d'aide à domicile. Donc la prise en charge se fait dans la famille ou de manière communautaire. Et donc ça allait de la toilette, en passant par les tâches ménagères classiques. Je rentre dans les détails, si vous voulez, de la naturalisation des tâches. Évidemment, ses frères n'étaient pas dans cette logique-là. Autre cas, Séverine, aide à domicile à Fourmi. Alors, il y a deux choses. Dans la BD, on voit que, par exemple, elle s'occupait de sa grand-mère avec son père, pas avec sa mère, avec son père. Donc, c'est pas toujours une question de genre. Sa grand-mère handicapée, hein, et elle faisait déjà les toilettes. Sa grand-mère était sur une chaise percée, hein, et à Fourmi, on continue à faire les toilettes sur des chaises percées. À la campagne, c'est encore assez fréquent. Et par exemple, on voit, alors c'est aussi pour ça que j'ai choisi de suivre Séverine, au-delà du fait qu'elle était volontaire, mais c'était pas la seule, parce que il se trouve que sa fille, Clara, que l'on voit dans le livre, qui a 20 ans, est aussi aide à domicile. Donc il y a aussi une transmission qui s'est opérée. Donc les facteurs, ils sont enfin il y a un caractère multifactoriel, si vous voulez, dans les facteurs. Fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait de qualité propre, intrinsèque au genre. Et évidemment, enfin voilà, je pense que c'est, voilà, y compris, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais le métier d'aide à domicile, c'est aussi un métier qui est physiquement très difficile. C'est un métier, alors voilà, il faut le dire, si on est mal accompagné, si on est mal formé, où très souvent on va rencontrer des pathologies musculo-squelettiques. Il y a des taux d'invalidité qui sont quand même extrêmement importants. C'est des métiers où on a beaucoup de portée à faire. Donc voilà, on sait qu'il y a plus d'accidents du travail dans les métiers d'aide à domicile que dans le BTP, qui sont des métiers d'hommes pourtant. Donc potentiellement, les hommes pourraient tout à fait aussi. Alors je dis pas que les hommes sont plus forts, attention, hein. Ils sont peut-être moins résistants. Mais le fait est que c'est vrai que c'est surprenant aujourd'hui. Moi, quand je vais dans les lycées pro en filière SSP, on reste encore sur ces proportions. Et puis quand même, autre point, il faut dire les choses. Il y a une corrélation extrêmement forte, si vous voulez, entre des salaires relativement faibles et la féminisation d'un métier. J'en veux pour preuve, et c'est aussi pour ça que j'ai suivi une éducatrice, parce que c'était le métier finalement qui illustrait le mieux finalement les choses dans ces évolutions. C'était un métier majoritairement masculin. Si on remonte 30 ans en arrière, moi quand j'étais ado, j'avais envisagé de faire ce métier. À l'époque, on commençait avec l'équivalent d'un double SMIC. Aujourd'hui, on commence avec l'équivalent de 1,2 SMIC. Donc évidemment, et à côté de ça, le métier s'est complètement féminisé. Dans les écoles d'éducateurs, vous avez entre 80 et 90% de jeunes femmes. Donc il y a une corrélation extrêmement forte entre les deux. Alors je dis, c'est pas la faute des employeurs, c'est pas la faute des collectivités locales, parce que finalement elles font avec les moyens qui leur sont alloués. Mais quelque part dans l'imaginaire collectif beaucoup plus large, pour certains encore, ce ne sont pas vraiment des métiers. Il faut bien voir, c'est important de faire un peu d'histoire, mais si on remonte par exemple, moi je suis né en 73, si on remonte 50 ans en arrière, en France il y avait 40 000, on disait à l'époque aides ménagères. 40 000. Voilà. Par rapport à aujourd'hui, évidemment, c'est sans commune mesure. Alors, évidemment, les besoins ont augmenté, la population vieillit, mais les modes de vie surtout ont évolué. Hein, on se repose beaucoup moins sur les familles, dans la prise en charge, par exemple. Mais quelque part, tous ces métiers, par le passé, étaient des fonctions qui étaient assumées par des femmes dans l'univers domestique, gratuitement. Ça a été le cas pendant des décennies. Alors, je ne dis pas uniquement la fonction de la prise en charge du grand âge, mais aussi de la petite enfance et autres. Et
Et voilà, tout ça s'est professionnalisé en l'espace d'une 50aine d'années. Donc finalement, c'est assez récent. Mais quelque part, cette professionnalisation, elle n'a pas été complètement assumée, reconnue pleinement. Et on s'est beaucoup reposé, finalement, longtemps, et maintenant on voit que ça ne tient plus, et ça ne pourra pas tenir comme ça. On s'est beaucoup reposé sur le don de soi des femmes. Et finalement, c'est ce qu'on voit encore un peu en milieu rural. Voilà, il faut se dire les choses. S'il y a encore des filles du coin qui sont dans ces métiers en milieu rural, c'est que, anthropologiquement parlant, quelque part, il y a encore de la transmission qui se fait. Exemple, Séverine Clara, sa fille, parce que ce sont des métiers disponibles aussi. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui ne tient plus. Si vous prenez des pays comme l'Allemagne, l'Italie, par exemple, l'essentiel de la main-d'œuvre est étrangère. Mais ce que je veux dire là, quand même, il y a politiquement un enjeu. Je ne vais pas parler de la Loire-Atlantique, mais il y a quand même dans beaucoup d'endroits des services d'aide à domicile associatifs et des établissements publics ou parapublics ou associatifs dans le secteur du grand âge qui rencontrent des difficultés financières importantes. Par exemple, si je prends les EHPAD, en moyenne, les EHPAD sont sur des déficits, seront en fin d'année, là je parle de cette année, sur des déficits de l'ordre de 200 000 €. En moyenne, ce n'est qu'une moyenne. La plupart des services d'aide à domicile finissent en déficit aussi structurel. Donc la question, à un moment donné, pour les pouvoirs publics, ça va être véritablement de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à se reposer sur un secteur associatif et public ou parapublic, ou est-ce que on assume complètement le fait d'aller jusqu'au bout de la libéralisation telle qu'elle a été engagée depuis près de 20 ans maintenant, avec ce que l'on a vu avec Orpea, qui a des filiales, dans les services d'aide à domicile. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose et la même façon de travailler. Est-ce que l'on va vers ça ou, à contrario, et c'est aussi le programme, par exemple, du Front National, hein, on s'en remet aux femmes dans l'univers domestique, pour le coup, et on revient en arrière via le salaire maternel en prenant en charge, finalement, ces tâches. C'est une possibilité, hein. On peut imaginer que demain, je ne dis pas qu'on va complètement rayer d'un trait tous les services de domicile, mais voilà, il y a quand même un risque politique que le Rassemblement national prenne le pouvoir dans quelques années. Dans leur programme, il y a le salaire maternel. C'est une façon, d'une certaine manière, de naturaliser les tâches, alors aussi bien dans les prises en charge des enfants que des grands-parents, des parents, etc. Merci, Monsieur Jarousseau. Alors, juste, ça fait un petit peu le lien, la question posée par Madame, parce que Violaine et Myriam ont sûrement un regret de ne pas avoir pu vous demander une dernière question, mais qui n'en sera peut-être pas une. Mais, elle voulait vous lancer le défi de réaliser un ouvrage au sujet des hommes du lien, et elle voulait vraiment savoir si vous étiez preneur de leur idée. Vous avez 1 minute. Très vite, le livre est sorti en septembre, et depuis septembre, je n'arrête pas de présenter ce livre partout, ce qu'on disait, c'est vrai que je suis très demandé. Et puis, en même temps, on aime bien passer d'un projet à l'autre aussi. Alors là, j'ai décidé de travailler sur autre chose, mais j'avais pensé, mais je n'exclus pas de le faire un jour, parce que je m'intéresse à la question du travail de manière générale, et les femmes du lien font partie de ce que l'on appelle, entre guillemets, la nouvelle classe servicielle, le back-office de la société. Donc, c'est 35% de Français qui, pendant la crise sanitaire, ont continué à travailler, hors télétravail évidemment, sur des tâches essentielles. Donc, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans toute la seconde ligne derrière qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi, pour les hommes, ça existe. Je veux dire, tous les métiers de la logistique, du transport, même une partie du BTP. Voilà. Donc, c'était peut-être sur cette partie-là que je pouvais être intéressé, que je pourrais être un jour intéressé. Voilà. Mais je vais faire autre chose. Mais c'est en lien avec le travail encore. Ça va être sur l'enseignement professionnel. Merci. Agnès, j'ai une micro-question. Rapide. Hein. Vous parliez de l'étranger en disant que c'était l'Allemagne et je ne sais plus où. C'est aussi beaucoup de femmes parmi les migrants? Oui. Oui, c'est beaucoup de femmes, des femmes plutôt qui viennent d'Europe de l'Est, en Allemagne. En Italie, c'est beaucoup de femmes aussi d'Europe de l'Est.
même si le giron familial est encore assez présent en Italie, mais beaucoup moins. Ça a beaucoup changé en 10 ans en Italie. Voilà. Je sais qu'il y a bientôt un doc qui va être diffusé sur Arte. Alors, c'est pas sur les services de domicile, mais sur les EHPAD, avec un peu un système comparatif en Europe. Vous parliez, j'enchaîne, hein. Vous parliez tout à l'heure des fameuses vidéos du pays d'Anceny qui valorisent notamment nos métiers. On vous propose de pouvoir en regarder l'une d'elles. Je précise juste que c'est un projet du coup mené par le département avec le soutien de la CNSA et de l'ARS. Voilà, c'est parti. J'espère apporter à mes usagers autant qu'ils m'apportent. Il y a un contact avec eux que j'apprécie énormément et puis j'en apprends tous les jours. J'ai commencé par un bac littéraire, ça m'a pas plu. Je l'ai quitté dès la première année et je me suis tournée vers un bac pro service à la personne. J'ai commencé dans le commerce pour des raisons familiales. Je suis assistante de vie depuis 6 mois. Ça fait pas longtemps, mais c'est un métier que j'adore. Il y a un contact que j'apprécie énormément et puis j'en apprends tous les jours. Je veux plus en partir. Il n'y a pas vraiment de journée type, aucune journée se ressemble. Je peux faire du ménage. Je peux aussi avoir des personnes qui ont besoin de parler. Donc je suis à l'écoute. Le matin, commencer par des toilettes. Le midi, des aides de repas. L'après-midi, on peut faire du ménage comme des animations. À mon avis, moi, je leur apporte du bien-être. Je veux que dès qu'on ouvre la porte, qu'on soit content de me voir. Des fois, on est la seule visite qu'ils ont dans la journée et je trouve que c'est important de leur apporter de l'épanouissement. La relation de confiance, c'est la base de notre métier aussi. Si le client ne nous fait pas confiance, on ne peut pas faire notre travail correctement. Aimer les autres. Beaucoup de cœur, énormément de cœur. Être patient. Être à l'écoute. Pour moi, c'est vraiment vouloir aider les autres. Alors, les difficultés, c'est déjà nos trajets, tous les aléas de la route. C'est un stress pour nous en fait. C'est pas d'être chez le client, c'est d'arriver à l'heure. Donc c'est de bien faire attention à ce qu'elle désire et d'être au plus près de ses souhaits et de bien entendre ce qu'elle a à nous dire. Ça peut être de se retrouver face à certaines pathologies aussi liées à l'âge, qui sont pas toujours évidentes. Et les caractères aussi. Les questions qu'il peut y avoir sur la fin de vie, des fois on peut ne pas être à l'aise avec ça. Et c'est vrai que c'est important de faire des formations. D'ailleurs, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et qui m'a apporté beaucoup et qui m'aide justement à répondre à ces questions. On ne peut pas se blinder complètement. C'est un métier humain, on ne peut pas être hermétique à toute émotion. Et forcément, ça nous touche, mais dans ma formation, on a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait qu'on peut s'attacher aux personnes, mais on sait qu'elles ne sont pas éternelles. Oui, c'est important de travailler en équipe. Parce que déjà, on sait que si on a un souci, on peut faire appel à ses collègues, dire « est-ce que tu peux reprendre la relève ?» Et du coup, on a un groupe WhatsApp qui fait que s'il y a la moindre difficulté, on sait qu'on peut poser une question et on saura y répondre. Oh oui. Je l'aime pas, je l'adore. Je kiffe, je ne m'imagine pas faire autre chose. Ça regroupe en fait un peu tout ce que je cherchais, d'être à domicile, de pouvoir rentrer vraiment dans l'intimité du client et d'avoir une relation à part. Comme je suis la plus jeune de l'équipe, je suis la petite fille, la copine. C'est une relation privilégiée que j'ai avec eux et c'est ce qui me plaît aussi. Voilà, merci pour cette vidéo. On va maintenant pouvoir laisser la parole aux 3 autres auxiliaires de vie qui sont présentes, Flavie Delapré, Isabelle Munier et Estelle Lefebvre. Et cette fois-ci, c'est Vincent Jarousseau qui va leur poser ces questions. Elles sont à côté de vous. Oui, alors j'aimerais d'abord que vous vous présentiez au-delà de votre identité, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu très très furtivement votre parcours et
Depuis combien de temps vous travaillez là où vous travaillez et où? Donc, je ne sais pas, Flavie, peut-être, pour commencer? Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Flavie Delaspre. Je travaille pour l'association ADT 44 depuis pratiquement 3 ans. Je suis sur un poste d'aide à domicile. Donc j'ai un parcours un peu atypique. Je n'étais pas du tout issue du secteur social. Moi, j'ai commencé par travailler 10 ans en grande distribution suite à un BTS en management. Et j'ai fait une reconversion à 25 ans parce que je me suis trouvée de grandes prédispositions dans la solidarité et l'humanité. Je me suis donc tournée vers le bien-être, justement. J'ai pu entendre ça dans le reportage aussi. Et donc, je me suis tournée du coup vers ce métier. Moi, je voulais vous remercier aussi pour votre livre déjà aussi parce que je trouve que c'est un très bon outil qui peut potentiellement être très intéressant dans les futurs recrutements des jeunes pour ce métier, parce que je trouve qu'il est très ludique, très facile à lire en fait, et il est vrai en fait dans l'humain, dans le parcours des gens, et je pense que ça peut toucher vraiment. Et est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Enfin, ça, la question vaut un peu pour tout le monde, mais c'est une question que je pose toujours. Oui, allez-y, Oui, allez-y. oui, oui. Donc oui, tout à fait, hein, puisque ces métiers, on est vraiment dans la réalité des choses. On peut pas tricher, on peut pas cacher. Nous, tout comme les usagers chez qui nous intervenons. Et en fait, c'est cette réalité qui fait que qu'ils vont être satisfaits finalement, peu importe ce qu'on va leur apporter quand on vient chez eux. Le plus important, effectivement, c'est la communication, puisqu'il faut qu'on soit vraiment bien en phase avec ce qu'ils souhaitent. Et c'est vrai que ils ne souhaitent pas forcément toujours, comme vous le dites si bien, ils ne souhaitent pas forcément toujours une aide à la toilette ou du ménage. On est vraiment sur un accompagnement personnalisé. Et alors, justement, enfin, vous avez, je ne sais pas si vous avez précisé depuis combien de temps vous travaillez dans ce... Alors moi, ça va faire 3 ans. 3 ans. Et alors, donc, vous commencez à avoir un certain recul, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est un petit peu de savoir un petit peu comment, en 2023, vous considérez vos conditions de travail en tant qu'aide à domicile. Alors, Bon, la parole est libre, hein. non, mais ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de censure au département. Alors, il est vrai que personnellement, à l'ADT, je ne peux pas comparer déjà personnellement avec une autre structure, puisque l'ADT est la première structure avec laquelle je travaille. Mais j'ai déjà eu des échanges avec des personnes de d'autres structures. Effectivement, elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Alors, je pense que ma collaboratrice ici sera d'accord avec moi. C'est vrai qu'à l'ADT, au niveau de nos conditions de travail, on a quand même des avantages qui ne sont pas négligeables. On a quand même un véhicule de service qu'on utilise pour travailler. On a rarement... Oui, j'allais y venir. On a rarement de coupures dans notre amplitude horaire. Donc, c'est quand même relativement bien structuré. On a aussi quelque chose, alors nous, à l'ADT, qui s'appelle « Libérons nos énergies ». Donc, libérons nos énergies, eh bien, c'est tout simplement que nous sommes dans la co-construction de nos plannings. Donc, nous sommes très intégrés et très autonomes au niveau de toute la gestion logistique terrain, on va dire. Oui, je vois très bien. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point très important dans nos conditions de travail et notre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Alors, peut-être faire parler votre collègue aussi, on répartit les questions. Rapidement, vous présenter. Alors, moi, je suis Estelle Lefebvre, arrivée à Nantes depuis 2 ans et demi. Donc, j'ai un parcours très atypique. Je suis née à Maubeuge. Ah. Voilà, tout à fait. Donc, mes parents étaient là-haut. À l'âge de 18 ans, j'avais mon bac. J'ai décidé de partir en école de gendarmerie. J'ai fait 18 mois de service militaire. Et donc, j'ai intégré l'école de gendarmerie. J'ai travaillé pour la DGSE pendant une 15aine d'années.
J'ai eu une vie de famille, j'ai eu 3 filles et j'ai décidé de m'occuper d'elles puisque j'avais un mari militaire aussi qui n'était jamais présent à la maison. J'ai passé un BAFA, un BAFD. J'ai fait beaucoup de bénévolat au sein des enfants handicapés puisque c'est une chose qui me tient énormément à cœur. Passer des week-ends, des camps, relayer des familles. Et après ça, j'ai eu mon papa qui est tombé gravement malade. Et donc, j'ai eu la chance de l'accompagner avec mes enfants. Et une sœur qui est aide-soignante à domicile et qui a passé ses diplômes d'infirmière qui travaille en EHPAD. Et une autre sœur qui est aide à domicile. Donc, on a eu la chance d'accompagner notre papa et ce qui m'a donné l'envie de changer de métier et d'intégrer l'aide à domicile. Donc, j'ai intégré l'aide à domicile de moi-même. Je suis allée me présenter à une association à côté de chez moi. J'étais la bienvenue étant donné qu'actuellement, il manque beaucoup de monde. Et malheureusement, je ne me retrouvais pas dans mes valeurs, c'est-à-dire peu de temps accordé aux personnes âgées, c'est-à-dire qu'on était tout le temps au chrono. Et j'ai décidé de me lancer dans une grande aventure, c'est-à-dire à mon compte. J'ai fait ça à côté de Lyon. Et puis, je suis arrivée à Nantes par mutation de mon époux. J'ai fait la demande de faire une formation. Donc, j'ai un titre d'ADVF qui a été financé par le conseil départemental. J'ai d'ailleurs une personne qui était jury lors de mon passage d'examen. Et ça m'a confortée dans mes décisions d'être vraiment au service de la personne et dans l'humain au maximum. Moi, j'ai la chance de travailler pour Anadom aujourd'hui, qui m'a accueilli en stage et qui, en fait, nous laisse le temps, le choix. On a des plannings qui sont sans coupure. Moi, j'ai la chance de faire tout ce qui est nursing le matin, un peu de ménage l'après-midi et du nursing le soir. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime. Pour rien au monde, je laisserai ma place, puisque je trouve que j'ai ma place. J'avance avec eux. J'ai eu malheureusement l'expérience de 7 fins de vie à domicile. Alors, jusqu'au bout, on les accompagne, encore ce week-end. Mais c'est un bonheur, en fait, d'être à côté d'eux et de les voir partir sereinement, en fait, parce qu'effectivement, on est pleinement dans leur vie de tous les jours et intimement. Alors justement, Estelle, je voudrais que vous me fassiez part un peu d'une expérience, enfin que vous nous fassiez part plutôt, d'une expérience particulière dans le cadre de votre travail. Là, vous avez esquissé quelque chose, mais ça peut être Une expérience particulière. Alors, je vais vous faire un petit récit. Je suis arrivée à Nantes en 2021. En 2020, j'accompagnais une personne depuis 7 ans à domicile. Et avant de partir, cette petite dame, elle avait 98 ans. Elle était au bout du rouleau et sa petite fille me disait sans arrêt, Estelle, tu pars à Nantes, t'abandonnes ma grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va avoir quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis je lui ai dit, je vais partir à Nantes, oui, mais jusqu'au mois de février, on ne sait pas ce qui nous est réservé. Et en fait, je suis arrivée à Nantes le 12 février. Elle est morte le 11 février. Donc, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et ça a été quelque chose de très fort, puisqu'en fait, elle a dû se dire, Estelle s'en va, moi aussi, il est temps que je parte. Et c'était quelque chose de très, très émouvant et qui m'a vraiment confortée dans ma présence auprès d'elle et dans mon travail, en fait. Merci. Peut-être, je vais vous demander à votre tour de vous présenter. Oui, alors moi je m'appelle Isabelle Munier, j'ai bientôt 61 ans et je suis à la DAR depuis 22 ans. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres, des belles rencontres et des moins bonnes rencontres. Pour ce qui est des conditions de travail, je trouve qu'elles se sont grandement améliorées à la DAR. Le travail est complètement différent d'il y a 20 ans. Ça ne se passe plus du tout de la même façon. Nous avons la chance, nous, d'être à la DAR, d'être bien sectorisés. Donc, nous avons certes des déplacements en voiture, mais qui sont assez limités. Donc, il y a aussi les heures d'expression qui nous permettent de nous rencontrer en équipe pour pouvoir parler de nos soucis au travail, échanger sur les personnes que nous rencontrons toutes plus ou moins souvent, puisque on fait les week-ends et tout, et il y a des personnes chez qui on est plusieurs à travailler, à intervenir. Donc il y a ces heures. Je trouve aussi que l'écoute de l'aide à domicile, parce qu'il ne faut pas croire que le métier d'aide à domicile est tout rose. Il y a aussi des gens difficiles, il y a des fois des agressions verbales, physiques.
Et le fait que les aides à domicile sont beaucoup plus écoutées, nous avons la chance d'avoir un service prévention à l'ADA qui nous soutient bien et on est écouté. Voilà. Ça nous facilite beaucoup de choses. Merci. Alors, est-ce que, alors, dans le livre, j'ai écrit que vous étiez des créatrices de liens. Voilà, pas que des femmes de liens, vous êtes des créatrices de liens, ce qui va au-delà. Est-ce que vous vous définiriez, vous, comme une créatrice de liens? Oui, je pense être créatrice de liens. Il y a des personnes qui ne voient que moi, par exemple, dans la journée. Donc, et je crée le lien avec l'extérieur. J'ai rencontré au cours de mon parcours un artiste peintre qui était atteint de DMLA sévère. C'est un peu l'ironie du sort. Et donc là, ces interventions chez ce monsieur étaient complètement différentes de ce que je pouvais faire ailleurs, puisque ce n'était que pour de la balade, de la sortie, et je devais lui décrire les paysages, ce que je voyais. En fait, j'étais ses yeux. Donc, je créais bien sûr du lien pour lui avec l'extérieur qu'il n'avait plus. Donc oui, je suis créatrice de liens. Oui, on doit sans cesse inventer, en fait. Voilà, il faut s'adapter. Oui. Il faut s'adapter aux situations. Et tout à fait. Alors là, c'est une question que je pose peut-être pour toutes les trois, mais on en a parlé tout à l'heure, mais ça peut un peu recouper la question. Mais quelque part, vous avez apporté aussi une réponse que j'apporte aussi dans le livre. C'est vrai que je ne l'avais pas encore évoqué jusqu'alors, mais je me permettrai peut-être de rajouter un mot là-dessus après. Donc, nous y arrivons. Et les hommes. C'est un métier féminin, mais et les hommes? Est-ce que ça pourrait être pas un métier? Ça pourrait être un métier pour les hommes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, selon vous? Aujourd'hui, chez Anadom, nous avons des hommes et on communique énormément ensemble et ils font un travail exceptionnel. Ils ont une approche différente de nous. Ils arrivent à résoudre des problèmes que nous, on n'arrive pas à résoudre certaines fois. Et on se coordonne très, très bien. On a des garçons qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Et je trouve que c'est formidable dans notre métier, puisque certaines fois, on a des personnes avec qui on n'arrive pas à entrer en lien, puisque on est une femme et c'est un homme, et eux, ils vont y arriver beaucoup plus facilement que nous. Et j'ai fait une formation, il y en avait 7 avec moi. Malheureusement, il y en a qu'un qui est sorti du lot. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'ils ont aussi leur part de travail et des choses à apporter à l'ensemble de la communauté, en fait. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Je voudrais bien rajouter quelque chose. Moi, j'ai posé carrément la question à mes collègues hommes, à certains collègues hommes, qui disaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés à s'intégrer à la DAR parce que les gens avaient trop d'a priori et de préjugés. Et ils ont autant de mal à s'intégrer dans une équipe féminine qu'auprès des bénéficiaires. Parce que les gens pensent qu'ils n'ont pas assez de sensibilité alors qu'ils en ont. C'est un peu dommage. Un peu Séverine aussi, ouais, dans le livre. Alors moi, je vais juste terminer avec le côté un peu plus au niveau des équipes, donc en interne. C'est très intéressant d'avoir des hommes aussi pour que la cohésion d'équipe soit plus équilibrée. Parce qu'un groupe de femmes, des fois, ça peut faire des étincelles. Alors, je ne parle pas pour mon secteur, hein, mais voilà, c'est vrai qu'un homme viendra peut-être plus facilement apaiser les choses. Et du coup, je rejoins ce que dit Madame Munier. La sensibilité des hommes est très importante aussi dans ce contexte. Hein, donc, venez, chers messieurs. Juste pour compléter, mais pour la question femmes-hommes, hein, ce que vous disiez tout à l'heure est assez... on le retrouve souvent, c'est un peu l'histoire, par exemple, de Rachel dans le livre. On a beaucoup de secondes carrières et c'est vrai que souvent, on rentre dans ces métiers parce que on a soi-même été une aidante. Hein, on a accompagné jusqu'à la fin de vie son papa ou sa maman, mais aussi parce qu'on va connaître un divorce, une séparation et que il faut travailler. Hein, et en l'occurrence, il y a assez peu d'hommes au foyer. En revanche, il y a encore une part de femmes au foyer conséquente, même si elle est moindre que
il y a quelques années, et que ça fait partie encore des reconversions. Donc ça, c'est aussi un autre élément pour comprendre pourquoi on a autant de femmes. Hein. Ça fait partie, là aussi, de la naturalisation, mais disons que c'est une illustration de cette naturalisation. Oui, je voulais dire par rapport à ce sujet que c'est peut-être nous, les femmes, qui avons une part de responsabilité quand nous avons des enfants en bas âge et que nous faisons en sorte que les petits garçons échappent peut-être encore aux tâches ménagères. Vincent, je vais juste prendre la parole 30 secondes pour te remercier. On se tutoyait il y a 30 ans, donc on peut continuer, hein, il y a 35 ans. Te remercier de ton passage et remercier toutes les femmes, du coup, qui ont témoigné, qui t'ont questionné ou qui ont témoigné de leur... Parce que c'est... Je dois dire que, sans doute que Liliane particulièrement a plus de connaissances que moi de vos métiers, mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, c'était un beau temps de formation pour moi. J'ai des réunions ici, on va peut-être se revoir tout à l'heure, mais je suis attendu depuis 10 minutes pour une autre réunion. Donc, merci en tout cas à chacune, à chacun pour vos témoignages, votre engagement. C'est un temps très riche, très agréable et j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous une partie de cet après-midi, puis bonne fin d'après-midi. Bons échanges puisque vous allez continuer. Et j'invite Liliane à me relayer. Merci. Et merci à mon tour, parce que c'est vrai que c'est... moi, je considère que ça fait partie de mon travail, entre guillemets, de plaidoyer autour de ce livre, de pouvoir aller dans des conseils départementaux et de sensibiliser des présidents de conseils départementaux, parce que vous êtes quand même aux manettes. Alors, on a la chance d'être dans un département en Loire-Atlantique, où, et pas uniquement sur le grand âge, mais sur ces questions-là, il y a quand même des efforts qui sont faits. C'est pas comme ça dans tous les départements, hein, malheureusement. C'est toute l'ambiguïté aussi de faire reposer ces politiques publiques d'intérêt général en fonction je dirais, de la manière dont on les considère dans les départements. Mais c'est vrai que je découvre un petit peu les relations que vous avez, par exemple, avec les services des domiciles, et je pense que c'est extrêmement important que le dialogue puisse se nouer comme ça dans les deux sens. Et voilà, merci à mon tour. Eh bien, merci. Pour finir, nous avons l'honneur de passer la parole à Liliane Jean, vice-présidente du département de Loire-Atlantique, politique de l'âge et solidarité entre les générations. Merci beaucoup. Alors, ça ne sera pas sans doute une conclusion, hein. Ce sera une conclusion de ce temps-là. C'est un temps fort pour le département. Donc, pas une conclusion tant vos métiers ont besoin de reconnaissance, on l'a entendu, et que ces métiers qui sont invisibles restent quand même, cette reconnaissance reste un combat de tous les jours pour justement montrer la diversité de vos métiers, montrer la plus-value de ces métiers, montrer le lien humain et montrer en fait toutes ces qualités dont vous avez parlé. Alors moi j'ai été un peu émue par ce temps-là. Je suis moi-même travailleur social, reconvertie, une professionnelle au départ qui démarre dans le secteur bancaire, de commerce international, et puis qui finalement s'y retrouve pas vraiment, et qui se dit c'est pas mon truc, moi il me faut du lien, et donc formation d'assistante sociale, puis d'insertion socio-professionnelle. Donc vous voyez, elle a métier du lien, et puis ensuite une vice-présidente sur l'insertion, et puis ensuite sur la politique de l'âge. Donc vous voyez, on se refait pas, quoi. Donc ce que vous avez évoqué cet après-midi, effectivement, ça me parle, ça m'émeut aussi, parce qu'on a entendu sur les différents témoignages que vous avez pu apporter combien votre métier est un métier très fort en émotion. On a parlé de charge émotionnelle, effectivement. C'est des métiers où il y a beaucoup de charge émotionnelle, mais ça a été dit dans le film aussi sur Anceny, c'est on reçoit tellement en même temps que l'on donne. Et je pense que c'est ça qui nous porte tous dans ces métiers, c'est cet échange aussi humain qui est absolument indispensable. Alors ce métier-là, il est d'autant plus indispensable. Alors je vais parler évidemment de la Loire-Atlantique,
que nous sommes aussi sur une population qui vieillit aussi en Loire-Atlantique. Alors, il y a à la fois l'effet démographique qui fait que notre territoire est très attractif et qu'on attire beaucoup de monde, et y compris des personnes âgées. Et puis, on a une population qui vieillit. Donc, pour vous donner juste un chiffre, hein, c'est plus de 34% de personnes de plus de 75 ans d'ici 2030 en Loire-Atlantique. Donc, vos métiers sont des métiers indispensables, sont des métiers essentiels pour que les personnes qui avancent en âge, qui perdent en autonomie, puissent vivre dignement jusqu'à leur dernier souffle. Et vous contribuez à ça. Et donc, il nous faut attirer des nouveaux talents, des nouvelles personnes. Et je pense que cet après-midi contribue, en tout cas, à montrer combien ce métier apporte humainement et doit donner envie à de nouvelles personnes de venir. Alors, il y a un travail évidemment énorme à faire. Le département y prend sa part. Hein. Nous avons mis en place du coup une plateforme d'attractivité des métiers pour donner à voir ce que sont vos métiers, les valoriser, les mettre en lumière. Nous accompagnons également les services pour pouvoir travailler sur la qualité de vie au travail. On l'a dit, la question salariale, évidemment, est essentielle, mais elle n'est pas unique. Elle n'est pas la seule situation qui peut attirer des nouveaux salariés. Et vous l'avez très, très bien dit, l'organisation du travail, votre participation et votre pouvoir d'agir aussi sur la question de l'organisation du travail est tout aussi essentiel. Il y a le salaire, il n'y a pas que le salaire. Et on sent qu'il nous faut aussi accompagner, soutenir aussi les fédérations, les employeurs sur l'amélioration aussi de la qualité de vie au travail et de l'organisation managériale. Madame, vous êtes issue du management, je crois, c'est vous, hein? Voilà, et donc on a un travail aussi d'accompagnement important à faire sur cette dimension managériale pour justement aider les employeurs et donner à voir aussi pour les professionnels aussi des conditions de vie qui soient dignes, parce qu'on ne peut pas travailler sur la dignité humaine des personnes donc âgées ou en situation de handicap si les professionnels eux-mêmes n'ont pas cette reconnaissance de dignité. Je pense que que ces professionnels soient en précarité. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Donc j'ai envie de le dire parce que je sais que pour Vincent Jarousseau, la question du travail est importante. Je pense qu'il faut le dire, votre travail a de la valeur. On parle souvent de la valeur du travail aujourd'hui. Et je pense que votre travail a de la valeur. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Voilà, donc voilà, on pourrait dire beaucoup de choses, mais en tout cas, j'ai senti tellement de bienveillance cet après-midi dans les propos, dans les témoignages, dans votre manière de parler des personnes que vous accompagnez, que voilà, on sent que vous aimez ce que vous faites, que vous en parlez très bien. Vous êtes des très belles ambassadrices de votre métier. Et je pense que c'est souvent à travers ces témoignages qu'on peut aussi attirer des nouvelles personnes. Alors des jeunes, bien sûr, et puis des gens parfois en reconversion professionnelle. Hein, vous l'avez prouvé par votre parcours personnel. Et puis, si on peut attirer des hommes... on en veut bien aussi, hein. La porte est ouverte, évidemment, et pas seulement sur les fonctions de responsable ou de direction. On veut bien aussi des professionnels hommes sur le terrain. Ce que j'ai envie de dire aussi pour nous au département, ce qui est important, c'est que vous rentrez dans l'intime et dans l'intimité des gens et que vous êtes sans doute les personnes qui êtes le plus capables d'identifier et de repérer les fragilités. Parce qu'on a une question d'aller vers aussi. Cette question d'aller vers où on a parfois des personnes qui sont un peu dans le refus de l'accompagnement, dans le déni des difficultés, etc. Et votre relation de confiance que vous installez avec les personnes permet quelquefois de repérer de nouvelles fragilités qui nous permet d'accompagner le parcours aussi de vie de ces personnes âgées. Elles vous font confiance et c'est souvent à travers vous
qu'on arrive à faire avancer en fait des accompagnements, je dirais, plus renforcés dont les personnes pourraient avoir besoin, ou tout simplement un parcours de vie qui change. Et donc le président l'a dit tout à l'heure, hein, moi j'aurai l'honneur dans cet hémicycle lundi prochain, le 26, de présenter notre nouveau schéma départemental sur la politique de l'âge et la solidarité entre les générations. Je tiens beaucoup aussi à cette deuxième partie de la délégation. Et c'est vrai que dans ces nouvelles orientations, ce sont les orientations du département pour les 5 années à venir, on a 4 grands axes. Hein. Il y a la question de la citoyenneté. C'est comment on permet finalement à une personne âgée, et quel que soit son niveau de perte d'autonomie, de continuer à vivre dignement et de rester un citoyen à part entière jusqu'à son dernier souffle. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Le deuxième grand axe, c'est comment on aide finalement les personnes à choisir leur lieu de vie. Parce que c'est vrai qu'entre le domicile et puis l'EHPAD, il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui existent, et vous êtes amenés, vous aussi, dans ces dispositifs, que ce soit les résidences autonomie, l'habitat inclusif, etc. Vous pouvez être amenés aussi à intervenir, et c'est comment on accompagne aussi ces changements de lieu de vie, parce qu'on sait que ces transitions, elles sont toujours très compliquées pour les personnes à vivre. Il y a toujours une notion de rupture quand on doit quitter son domicile où on a vécu, où on a son histoire, etc. Donc ça, c'est important, et vous avez toute votre place aussi de réassurance des personnes. Comment on accompagne justement, ça c'est notre troisième axe, le parcours de vie tout au long de la vie des personnes. Parce que ça, c'est extrêmement important d'être accompagné tout au long de son parcours de vie avec, on l'a parlé, d'hospitalisation, d'aller-retour, de rupture familiale, etc., de perte du conjoint, tout ça, c'est des phases difficiles. Et finalement, vous êtes le fil rouge, vous êtes toujours présente auprès des personnes, et ça, c'est essentiel. Et puis, il y a la qualité de l'accompagnement, qui est évidemment très important. Et moi, je suis extrêmement attachée à cette question aussi de la formation des professionnels. Alors, j'ai entendu Vincent Jarousseau qui parlait bientôt, son prochain projet, c'est la formation et l'enseignement. Et j'y suis, moi, particulièrement sensible, à la fois à la formation continue, parce que je pense qu'on peut fidéliser les professionnels aussi grâce à ces formations, grâce à l'analyse de pratique, ces échanges de pratiques que vous avez évoqués, qui sont absolument essentiels. Le travail collectif est absolument nécessaire. Et puis, évidemment, la formation initiale et la qualification, puisqu'on voit bien cette dérive un peu libérale, on l'a évoqué tout à l'heure avec les systèmes un peu privés qui arrivent, où finalement, de gré à gré, on voit bien des gens qui s'organisent de gré à gré, mais on n'a pas l'assurance de la qualité de l'accompagnement. Or, quand vous faites partie d'un service comme un des 3 qui est présent aujourd'hui, puis il y en a d'autres aussi, qui finalement accompagnent les professionnels, qui les qualifient, qui les forment. Et là, je trouve que je pense que c'est quand même une garantie pour les personnes concernées et pour leurs proches aussi, d'avoir un service de qualité, d'avoir des professionnels avec des vraies postures professionnelles. Et ça me paraît vraiment essentiel. Donc moi, je voudrais vraiment vous remercier. Alors, bien sûr, remercier Vincent Jarousseau, parce que le livre est poignant. Moi, je le dis, moi, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion aussi. J'ai trouvé qu'il est un très, très beau livre. Merci beaucoup. Remercier les associations aussi qui ont organisé ce temps fort de cet après-midi. Hein. C'était une belle aventure, une belle initiative. Et puis surtout, remercier les professionnels qui ont témoigné, et tous ceux qui sont dans la salle ou en visio. Vous avez donné du temps, en plus de votre temps de travail. On l'a évoqué parfois, c'est toujours très élastique, ce temps-là. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Vos témoignages ont été vraiment très, très importants, très forts. Donc, un grand merci à vous. Et puis, je pense qu'on va continuer à se voir souvent. Merci beaucoup. Une belle conclusion.
C'est passé très vite, hein. C'est la fin de cette rencontre. On savait que ça allait passer vite, mais là, c'est passé très très vite. On finit par remercier l'ensemble des participants, vous qui êtes venus vers nous, et puis ceux qui participent en visio, les professionnels, nos ambassadrices, comme vous l'avez si bien dit, Madame Jean, Violaine, Myriam, Flavie, Isabelle, Estelle, et Vincent Jarousseau qui est revenu spécialement pour nous à Nantes. Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, merci beaucoup pour cet après-midi riche en échanges. Nous vous invitons dorénavant à rejoindre la mezzanine pour une séance de dédicace avec Vincent Jarousseau. L'occasion également de vous procurer un exemplaire des Femmes du Lien. Ce sera aussi l'occasion de poursuivre les échanges avec les auxiliaires de vie et bien sûr de se réunir autour d'un pot de convivialité. Merci à tous pour votre venue.